Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Situation sécuritaire alarmante au Gabon. Au lendemain de l'annonce du scrutin présidentiel, de fortes violences post-électorales ont déjà fait état de plusieurs victimes et le président annoncé vainqueur Ali Bongo Ondimba s'est exprimé sur ces événements. Vous le verrez. Au Niger, les pèlerins se préparent pour le Hajj, l'un des 5 piliers de l'islam, et des perturbations sur le transport des fidèles semblent persister. Et puis, en fin d'édition, zoom sur la coopérative des jeunes sourds, une association qui a pour but l'insertion dans la vie active de jeunes Congolais souffrant de cet handicap. Au lendemain de la réélection d'Ali Bongo Ondimba, les tensions restent très vives. Le président, proclamé vainqueur de cette élection à un tour, a fait une déclaration à la télévision ce jeudi. Il est revenu sur sa victoire à la présidentielle, se dédouanant de toute fraude lors du scrutin du 27 août. Je vous propose de l'écouter. J'ai ce projet au cœur, ce qui m'a amené à scrupuleusement respecter le code électoral jusqu'au bout et à n'intervenir à aucun moment sur son cours ni à chercher à influencer ceux qui étaient en charge de mener à bien ce processus électoral que j'ai voulu ouvert et transparent. Les élections ont rendu leur verdict et je sais qui a gagné et qui a perdu. Qui a gagné? 1 800 000 Gabonais avec qui nous allons progresser ensemble. Qui a perdu? Un groupuscule dont le seul projet était de prendre le pouvoir pour se servir du Gabon. La démocratie est exigeante. La démocratie s'accommode mal des attitudes d'hier. La démocratie s'accorde mal des succès autoproclamés. Des groupuscules formés à la destruction, la démocratie s'accorde mal de la prise d'assaut d'un parlement et de la télévision nationale. Sachez que l'opposition gabonaise affirme que 6 de ses leaders ont été arrêtés. Il s'agirait notamment de René Ndemezo Obiang, directeur de campagne de Jamping, Paul-Marie Gondjou, vice-président de la CNAP, et de sa femme, Zachary Miboto, président de l'Union nationale, Djidjab Djivunji Djindigé, ex-vice-président du Gabon, et de Alexandre Barrault-Chambrier, président du Rassemblement Héritage et Modernité. Ces derniers auraient été arrêtés vers 6 h du matin au quartier général de campagne du candidat de l'opposition, Jamping, selon les dires de François Andon Edou, vice-président du parti d'opposition d'Union nationale. Le Niger n'en finit pas avec ses soucis d'organisation du Hajj. Cette année encore, les premiers vols qui devaient s'effectuer les 16 et 20 août derniers ont été reportés avant qu'ils ne commencent 2 semaines plus tard. Les raisons des problèmes techniques au niveau des compagnies aériennes. Sadou Alizi Mokhtar, notre correspondant au Niger. Au Niger, les vols charters qui doivent transporter les pèlerins nigériens pour la Mecque ont enfin commencé ce 28 août 2016. Prévus pour démarrer le 16 août 2016, les vols ont été annulés et les pèlerins bloqués à Niamey. Selon les agences de pèlerinage, l'annulation des vols a engendré des frais supplémentaires. Les vols ont été annulés à la dernière minute à cause de certains problèmes au niveau des compagnies aériennes retenues pour le transport des pèlerins. Le véritable problème, c'est au niveau du transport. Même si vous avez payé à temps, même si vous avez eu vos visas à temps, si le transport n'est pas bien organisé, on rate. Et toujours, on rate le transport, puisque vous savez, Niger, nos compagnies n'ont pas des avions. On loue. C'est des prestations. Entre eux, les compagnies saoudiennes, entre eux et les compagnies de la sous-région. Selon les autorités en charge de l'organisation du Hajj au Niger, le retard accusé par les pèlerins nigériens cette année est dû à des raisons techniques. Au commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho, on rassure. Tout est mis en place pour que les pèlerins nigériens soient sur la terre saoudienne avant la fermeture de l'espace aérien saoudien. Depuis le 28, un véritable pont aérien est en train de s'organiser au Niger pour pouvoir transporter
l'ensemble des pèlerins nigériens à Médine avant la fermeture de l'aéroport. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, au moins plus de 2000 pèlerins ont regagné la Terre Sainte et nous pensons qu'avec les moyens qui sont mis en œuvre, tous les pèlerins, donc les 12 712 du Niger, seront à Médine avant le 6 septembre 2016, Inch'Allah. En 2015, 2500 pèlerins ont été privés de Hajj faute de visa. Cette année, ils sont plus de 12 000 pèlerins nigériens autorisés à accomplir le 5e pilier de l'islam. La coopérative des jeunes sourds de Brazzaville occupe depuis des décennies plusieurs sourds venant de milieux défavorisés. Grâce à la menuiserie, l'ébénisterie et la sculpture, ces jeunes ont réussi à faire oublier leur handicap. Focus sur cette coopérative qui existe depuis 1989 avec Deva Panzou, notre correspondant au Congo. Située à proximité du rond-point Bifouiti dans le 1er arrondissement de Brazzaville, la coopérative des jeunes sourds a été créée grâce aux anciens artisans sourds congolais en 1989. Thomas Mwanza, président fondateur de la coopérative, et Antoine Nganga, vice-président, ont tous deux réussi à l'intégration socioculturelle d'une dizaine de jeunes sourds. Les membres, tout parti, maintenant, nous reste. Tous les autres membres fondateurs nous ont quittés. Nous ne sommes plus que deux avec notre expérience et nous travaillons avec les élèves et des personnes valides depuis un certain temps. Nous interpellons le gouvernement afin de nous aider à acquérir de nouvelles machines et nous souhaiterions travailler avec les autorités. Nous sommes mariés et pères de famille, mais nous n'avons pas de salaire. Pas de salaire. Nous avons des femmes, les enfants. Cette coopérative exerce dans un espace acquis grâce à un financement de l'ambassade des États-Unis. Détruit lors de la guerre civile de juin 1997, celui-ci nécessite des travaux de réfection. Aujourd'hui, la coopérative des jeunes sourds éprouve d'énormes difficultés techniques qui autrefois facilitaient la tâche de ses occupants. Le manque de machines de rabotage, d'un véhicule permettant d'aller s'approvisionner en planches, là où cette matière première coûte moins cher. J'ai intégré la coopérative depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Nous travaillons bien, mais sans les machines, nous souffrons beaucoup. Je suis entré à la coopérative en 1992 après mes études à l'Institut des jeunes sourds. J'ai fondé une famille de 3 enfants. Je me sens bien ici. Je fabrique des tables, des lits et des garde-linges. L'initiateur de ce centre a plusieurs projets d'extension de la coopérative des jeunes sourds sur l'ensemble du territoire national. Il venait récemment de lancer celle de Kinkala dans le département du Pôle. Ce dernier demande le soutien de tous afin que son œuvre de bienfaisance auprès des jeunes sourds se perpétue. 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Le Togo va croiser les crampons avec Djibouti ce dimanche 4 septembre. Mais la qualification à cette CAN ne sera pas aisée pour les éperviers, même s'ils parvenaient à remporter la victoire. Aimé Fakofi, notre correspondante au Togo. Les éperviers du Togo se préparent activement pour le match contre Djibouti, un match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Alexis Romao, annoncé sur la liste de la sélection nationale, sera le grand absent de ce match qui aura lieu le dimanche 4 septembre 2016 au stade de Kégué. Même si le Togo parvient à battre Djibouti, il n'a pas son destin en main pour une qualification de la CAN au Gabon. Lorsque nous prenons le groupe, quand on voit la Tunisie et le Libéria qui sont à 10 points, le Togo à 8, même si on gagne avec un score fleuve Djibouti dimanche au stade de Kégué, 8-0, 10-0, ça ne comptera pas trop parce que là, la seule chance que nous avions de nous qualifier pour Gabon 2017, c'était le match contre la Tunisie ici. Mais on a fait match nul, c'est là où totalement toutes les chances sont perdues. Maintenant, nous sommes en football, tout est possible, mais je dis encore que c'est quasiment infime ou voire même inexistant. Conscient de l'enjeu du match contre Djibouti, le sélectionneur des éperviers du Togo vise loin. On parle de l'amélioration des performances de l'équipe nationale dans les prochaines années. On va tellement être loin au classement FIFA dans les prochains mois parce que comme il n'y aura pas de match de Coupe du Monde, tous ceux qui sont qualifiés vont tous prendre des points et nous on marquera plus grand chose. Donc il va falloir au moins 2 ans pour commencer à espérer retrouver un classement FIFA un peu plus en adéquation à ce que représente le football ici au Togo. Il ne faut pas oublier qu'il y a
qu'il y a 10 ans, ce pays était en Coupe du Monde. C'est pas il y a un siècle, c'est il y a seulement 10 ans. Donc il faut retrouver ces parfums-là, quoi. Mais il faut être patient. Ça va prendre du temps. Premièrement, le championnat va redémarrer. Après, de mettre en place une équipe nationale locale, il faudra au moins 1 an pour qu'on puisse avoir vu tout le monde. Depuis le 11 août 2016, le Togo est au 109e rang au classement FIFA. Pour le compte de la CAN Gabon 2017, il est dans le groupe A avec la Tunisie, le Libéria et Djibouti. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.